Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. C'est en direct bien sûr et on partira dans quelques minutes en vacances. C'est un air de vacances que nous propose Emmanuel Monod. Regardez l'île espagnole de Lanzarote. Voilà où nous irons. Célia, à voir et à faire ce week-end. Les vaches bientôt n'auront plus de nom. C'est l'un des documentaires dont on vous parlera tout à l'heure. Et course hippique, évidemment, on recevra Eric Vial et Stéphane Stoll, responsable vidéo des courses. C'est pour la réunion de lundi à l'hippodrome de Strasbourg-Heurt. Avant cela, c'est l'intégralité de l'actualité alsacienne. Camille Roland. Bonsoir à toutes et à tous dans l'actualité de ce vendredi 8 novembre. À 2 semaines du coup d'envoi du marché de Noël, les producteurs de pain d'épices mettent la main à la pâte. Dernière ligne droite avant la plus grosse période de l'année. C'est la saison des champignons. Nous avons suivi des mycologues dans la forêt de Sarreguemines pour tout savoir sur l'art d'une cueillette réussie. Et puis, le Salon européen des métiers d'art Résonance revient pour sa 8e édition. L'occasion de découvrir les dernières créations des artisans en matière de sculpture, joaillerie, mobilier ou encore textile. Mais pour commencer, un mouvement de grève des contrôleurs a impacté le trafic ferroviaire sur l'axe du Grand Est aujourd'hui. 7 TGV sur 10 ont circulé sur la ligne Paris-Strasbourg et 3 trains sur 4 dans l'Est de la France. Selon la SNCF, la grève s'inscrit dans le cadre des changements de service qui interviennent chaque année en juin et décembre, modifiant les horaires de travail des cheminots. Une raison que dément l'intersyndicale. Pour elle, il n'est nullement question de changement de service, mais bien d'un ras-le-bol général qui s'exprime largement sur le territoire. Le préavis de grève se poursuit jusqu'à demain matin, 8h. Autre mobilisation demain, les Gilets jaunes se rassemblent de nouveau à Strasbourg. La manifestation est prévue à 11h, place de l'Étoile, pour un départ du cortège à 13h. Direction maintenant le village de Guerdwiller. Au pied du massif vosgien s'y perpétue une tradition, la fabrication de pain d'épices. À quelques semaines de Noël, les commandes sont nombreuses et le musée du pain d'épices, qui fête ses 10 ans cette année, ne désemplit pas. Retour sur la success story alsacienne des ateliers Fort-Wenger. En poussant la porte des ateliers de Fort-Wenger, au cœur de Guerdwiller, les senteurs de pain d'épices affluent de toutes parts. C'est ici qu'il y a près de 250 ans, Charles Fort-Wenger, maître boulanger, a ouvert son atelier. Depuis, l'entreprise familiale s'est développée avec des boutiques en Alsace et un nouveau site de production à Ensisheim, devenant au passage le plus gros fabricant de pain d'épices en France. Mais son ambition ne s'arrête pas là, le site de production du siège va s'agrandir en 2020 de 1800 m² supplémentaires. On s'est agrandi sur d'autres sites. En effet, l'année dernière, on a agrandi à Ensisheim. C'est déjà trop petit aujourd'hui par rapport au marché, à l'évolution. C'était important de revenir un petit peu à Guerdwiller. Je pense qu'à un moment, c'est notre siège. Donc, en tout, on aura un peu plus de 2500 m² de rajout de production en fait, qui nous permettront de fabriquer et du bredela et du biscuit et peut-être même d'autres choses. 3 millions d'euros ont été investis pour acheter les bâtiments et l'outil de production. Aujourd'hui, la société familiale emploie 70 salariés pour un chiffre d'affaires de 18,5 millions d'euros en 2018. Un chiffre d'affaires qui se réalise à 70% en période de Noël. Nos gens sont sur le feu en ce moment, clairement. Voilà, tout le monde est là pour vivre cette période de Noël. La recette du pain d'épices est simple, de la farine, du miel, du sucre et bien sûr des épices. Ensuite, toutes les fantaisies sont permises et à chaque année, sa nouveauté. Au niveau des biscuits, cette année, on va clairement parler du mini Stollen à la Mirabelle, qui a reçu un prix aux États-Unis de l'innovation française et qui est aujourd'hui notre top vente. Et après, dans les nouveaux pains d'épices, on a sorti des pains d'épices en fait en 200 grammes, donc des petits formats, avec par exemple de la mangue, avec des pains d'épices au poivre également, et des choses assez originales qui vont très bien accompagner en fait, que ce soit le foie gras comme on connaît, mais également le fromage ou le saumon. Et pour faire découvrir les coulisses de la fabrication du pain d'épices aux consommateurs, la société a ouvert en 2009 le Palais du pain d'épices. Un musée retraçant l'histoire du pain d'épices en Alsace et les secrets de sa recette. Le tout dans un univers ludique. L'envie, c'était déjà de communiquer auprès de nos consommateurs, petits ou grands, expliquer quelque part quelle était notre histoire ici en Alsace. Aujourd'hui, on voit très bien quelque part que le consommateur se rapproche de ce genre de choses dans la mesure où il aime comprendre, il aime savoir. Et c'était vraiment la volonté de base, vraiment faire comprendre notre produit, notre tradition.
Depuis 10 ans, plus de 700 000 visiteurs ont franchi la porte du Palais du Pain d'Épices. Il est ainsi devenu un site touristique important de la région. Ça sent le pain d'épices, les feuilles tombent des arbres et le froid arrive, des signes qui ne trompent pas, l'automne est bien là. Et avec elle, la saison des champignons. Et 2019 est une année faste, mais pour que la récolte ne vire pas au drame, il vaut mieux connaître les astuces et bonnes pratiques d'une cueillette réussie. Direction Silsheim, en Alsace-Bossu, où Cécile Motz a suivi des habitués du monde mycologique. Bottes aux pieds, armés d'un panier et d'un couteau adapté, ces chasseurs d'un jour s'apprêtent à démarrer. Leur cible, le fungi, aussi connu sous le nom de champignon, et cette année leur est particulièrement propice. L'été sec et chaud, suivi par les pluies abondantes de novembre, ont généré une prolifération de ces espèces conçues à 80% d'eau. Et dès les premiers pas en forêt, bingo, première trouvaille. Ce champignon est responsable du plus grand nombre d'intoxications en France. Et ces intoxications sont très souvent mortelles. L'omelette, ça ne sera donc pas pour tout de suite. Cet amalite phalloïde est l'un des plus dangereux champignons. Mais il n'est pas le seul, car si l'Alsace compte plus de 5000 espèces, seule une vingtaine est comestible. Alors en promenade, le doute n'est pas permis. C'est pourquoi l'association Nature Alsace-Bossu propose de partir à leur recherche en compagnie de spécialistes. Car à chaque découverte, une vérification s'impose. Il n'y a pas de volve à la base du pied. On voit bien que ce sont des tubes là, et pas des lames. Un pied massif. Un pied assez massif. Et aussi ce beau petit liseré blanc là, qui est sur la marge du chapeau, qui est une caractéristique du cèpe de Bordeaux. Pas de risque avec celui-ci, le cèpe est le plus connu des champignons comestibles, mais au moindre doute, il faut se renseigner auprès d'un spécialiste. Il y a des pharmaciens qui sont encore très bons en champignons, ou alors auprès d'une société mycologique ou d'une association naturaliste. Et ce champignon, on ne le mettra pas dans le panier où on met les comestibles. Alors pas pour qu'il soit en contact, parce que la toxicité ne se transmet pas par contact. Ce qui peut arriver, c'est que maintenant le panier, il y a des soubresauts, etc. Il y a un morceau du champignon qui se casse et qui se colle sur un bon champignon. Ça, c'est le risque. L'erreur que font beaucoup de débutants, c'est d'aller en forêt avec un livre et comparer des photos de champignons avec le spécimen qu'ils ont récolté. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut apprendre des caractéristiques objectives. Et ça s'apprend sur le terrain avec un spécialiste. Odorat, toucher, vue, tous les sens sont nécessaires pour éviter l'impair. Pour cette dizaine de curieux, entre gourmandise et découverte, chacun a ses raisons pour venir en forêt. Il y a des années et des années, dans les Hautes-Alpes, nous avons ramassé des champignons qui sont normalement très bons. Ce sont des pieds bleus. Et le problème, c'est qu'il avait gelé. Donc nous avons été malades. Et donc maintenant, je suis très attentive à ça. Je ne ramasse que des champignons dont je suis sûr. Mais on dit qu'il faut apprendre dans sa vie à peu près 1 ou 2 champignons par an pour avoir une connaissance vraiment parfaite du champignon. Alors que dans certaines régions comme les Landes, il faut un permis pour ramasser les champignons, la réglementation en Alsace autorise 5 kg par personne et par cueillette. Pour les trop gourmands, l'amende sera salée, 750 €. La saison touche bientôt à sa fin car à l'arrivée des premières gelées, plusieurs champignons disparaîtront. Mais d'ici là, place maintenant aux pieds de mouton et aux trompettes de la mort, alors bonne cueillette. C'est le moment pour les artisans d'art de dévoiler leurs créations au grand public. La 8e édition du Salon européen des métiers d'art Résonance a ouvert ses portes ce matin. En quelques années, il s'est imposé comme une référence au niveau national, grâce notamment à sa sélection très pointue. Un lieu prisé par les acheteurs, les curieux et les professionnels des métiers d'art. Pendant 3 jours, ils seront plus de 190 artistes à exposer leur savoir-faire au Wacken, Anna Brins et Fanny Kunz. Mobilier, bijoux, décoration, luminaires, mais aussi mode, sculpture ou céramique. Les objets d'art exposés ce week-end au Parc Expo du Wacken sont la vitrine d'un savoir-faire d'excellence. Le Salon européen des métiers d'art Résonance accueille chaque année la crème des artisans d'art venus de toute l'Europe. Organisé par la Fédération des métiers d'art d'Alsace, le salon se positionne comme référence pour les professionnels, plutôt habitués aux 4 murs de leurs ateliers.
Il y a 10 ans encore, nous étions un peu reclus dans nos ateliers, nous montrions dans de petites manifestations. C'est pour ça qu'on a créé Résonance, qu'on a pensé créer Résonance. D'année en année, le public augmente, la qualité du public aussi, le regard du public. Alors les scolaires, on y tient particulièrement parce que c'est une manière d'ouvrir les yeux de la jeunesse à ces métiers-là. Dans leur cursus scolaire, ils n'ont pas vraiment l'occasion de toucher aux matériaux et là, ça les sensibilise à un autre monde. Et cette année, le salon innove en proposant une vente aux enchères autour de Table Collecte, une exposition collective. 30 artisans se sont penchés sur un objet du quotidien, le tabouret, parfois à table basse ou pouf, en verre, en bois, en céramique, en cuir, en tissu ou doré. Le thème est réfléchi de différentes manières, selon la matière, le savoir-faire et les techniques de chacun. Notre moyen d'expression est un métier, est un savoir-faire. Au service d'un discours, d'une histoire, de quelque chose qui va se rapprocher du monde de l'art. Donc on est ce secteur charnière entre ces deux mondes-là. Et du coup, cette exposition collective, c'était intéressant de le montrer et de le vendre par le biais de cette vente aux enchères, au bénéfice d'une association écologique qui s'appelle les Vives d'Alsace. La vente aux enchères des tabourets aura lieu dimanche à 18h30 et durant tout le week-end et jusqu'à lundi, le Salon Résonance propose également ateliers, conférences et démonstrations de savoir-faire. Certains objectifs se focalisent sur les grands monuments des capitales. Celui du photographe alsacien Vito Le Niam s'est plutôt penché sur le métro. A priori, ce n'est pas le lieu le plus photogénique et pourtant il y a réalisé plus de 150 portraits. Ils sont à voir dans la bibliothèque municipale de son village d'origine Ensisheim. Marindis l'a rencontré. Il faut lever la tête pour apercevoir les portraits réalisés par Vito Le Niam, accrochés entre deux étagères de livres dans cette petite bibliothèque municipale. Ces clichés ont été pris à New York, Tokyo et Paris. C'est d'ailleurs dans la capitale française qu'il a immortalisé ce couple en train de s'embrasser. Je me mettais finalement sur le quai et j'attendais que le métro arrive. Et je savais où le métro finalement allait, où les portes de métro allaient s'ouvrir. Donc je choisissais au hasard une porte de métro. Elle s'ouvrait et je shootais directement des fois. Et en fait, j'avais ce petit exercice des fois de laisser le hasard choisir pour moi les gens que j'allais prendre en photo. On sait jamais finalement sur qui on va tomber, quel type d'image on va avoir. Et c'est ça un peu la magie de ces photos. C'est qu'on y va, on dit ouais, aujourd'hui je vais essayer d'aller prendre des photos. Des fois on ne tire rien, des fois on a des super belles photos, on a des super beaux moments en fait, comme celui-là. Vito Le Niam n'est pas un professionnel, la photo est une passion. Elle a débuté il y a une dizaine d'années et c'est lors de son premier voyage à New York qu'il décide un peu par hasard de sortir son appareil photo dans le métro. Durant les heures un peu creuses, les moments creux, les moments où on circule pour aller d'un endroit à un autre, où on rentre chez soi, on rentre à l'appartement qu'on a loué, ou tout comme ça, on cherche quoi faire. On cherche une occupation. Alors moi j'avais mon appareil et je me suis dit mais pourquoi pas finalement prendre les portraits des gens. Au début c'était un exercice. J'ai pu avoir des jolies photos. Ce qui fait que l'année d'après, j'y suis retourné pour ça, en fait, pour prendre des photos de New York et du métro. Et c'est un fil rouge qui a commencé et que j'ai continué à Tokyo et puis à Paris. L'exposition New York, Paris et Tokyo en métro est à voir à la bibliothèque municipale d'Ensisheim jusqu'au 14 décembre. Tout de suite, l'image du jour signée Olivier Anne. Tous ces panneaux routiers ne vous disent rien, vous ne vous seriez pas qualifié pour la finale de l'étonnant concours lancé par la préfecture du Haut-Rhin. Guebwiller accueillera mercredi prochain la finale du concours départemental du code de la route. Tous ensemble sur la route est un challenge intergénérationnel sur le code de la route, dont l'objectif est de sensibiliser et de communiquer sur les dangers de la route via une animation originale. Les 14 finalistes de tous âges avaient participé au concours dans les 14 municipalités étapes du Haut-Rhin.
Voilà pour l'actualité. Merci Camille, bon et long week-end à vous. Le plateau du soir, Emmanuel Monod avec nous, Célia et nos invités, le spécialiste Éric Vial des courses hippiques et Stéphane Stoll, son invité. Installez-vous, mesdames et messieurs, il y a une grande course hippique, ça sera lundi, on en parle après la météo de Sada. Prenez l'air à la maison en regardant la météo avec Blow, purificateur d'air écologique fabriqué en France. Bonjour à tous, on continue en ce samedi matin à avoir quelques petites complications. Regardez, il y aura effectivement du soleil mais surtout beaucoup de nuages en Alsace, un ciel très couvert cette fois-ci si vous êtes dans le nord de la Suisse et de la pluie chez nos voisins allemands. Les valeurs en cette matinée, attention, il fera seulement 3 degrés dans le col de Saverne, 4 degrés si vous êtes à Wissembourg, Mulhouse ou Bâle et 5 degrés partout ailleurs en Alsace ainsi que chez nos voisins allemands. L'après-midi, eh bien, le soleil sera encore présent avec tout de même beaucoup de passages nuageux et les températures, quant à elles, eh bien, ça s'améliore puisqu'il fera 10 degrés. Ce sera la maximale à Strasbourg, Colmar ou encore du centre jusqu'au nord de la région du Bade-Wurtemberg, 8 degrés à Saverne et 9 degrés si vous êtes à Mulhouse, Bâle ou Fribourg. Votre journée de dimanche, eh bien, on continue avec des éclaircies et des passages nuageux et les températures iront entre 6 et 7 degrés seulement dans votre après-midi. En ce samedi, nous célébrons les Théodores. Le soleil se lèvera à 7h27 pour nous dire au revoir à 16h57. Excellent moment à tous et à demain. Votre météo vous a été présenté par Blow. Purificateur d'air intérieur, simple, efficace et économique. Et on le retrouve à chaque grande réunion hippique, Éric Vial, notre spécialiste des courses. Mais Éric, je vous vois tout triste, qu'est-ce qui vous arrive ? Je suis pas triste parce qu'on reçoit aujourd'hui Stéphane Stoll qui est chargé de toute la vidéo, mais je suis triste parce que c'est le dernier jour des courses, lundi. C'est fini, après on s'arrête. Il n'y en a plus pendant non, il n'y en a l'hiver. plus toute l'année, c'est la dernière, c'est pour ça que je suis triste. Mais je suis quand même heureux de vous présenter cette belle réunion parce qu'il va encore y avoir du spectacle. Est-ce que vous savez pourquoi d'ailleurs on arrête, on hiverne quelque part ? Le terrain est trop dur ? Ouais, c'est exactement c'est ça. ça. On protège les animaux, enfin les chevaux qui sont des Formule 1, hein. Donc on les protège et effectivement, à cause d'un terrain qui peut être gelé, qui peut être difficile, on les protège et on arrête les courses sur l'hippodrome de Hertz. Donc ce lundi, ce sera la dernière course de l'année, mais évidemment, en 2020, on reprendra tout ça au galop. Et ça tombe bien parce que vous allez voir le programme, c'est une réunion tout galop, une réunion qui a été reclassée d'ailleurs en niveau national avec, comme vous le voyez, un programme chargé. Prix de l'Europe. Comment ? Le prix 8 de l'Europe. courses. On va en parler de ce prix de l'Europe. C'est une réunion tout galop, donc avec 8 courses au programme, 5 courses de plat, 3 d'obstacles. Le prix le mieux doté, c'est dans la 8e, le prix de clôture. 23 000 € sont à se partager. C'est un steeplechase très physique pour des chevaux, c'est-à-dire une très longue course d'obstacles de 4200 mètres, avec notamment une rivière à franchir. Il y en a pour 5 à 6 minutes de course, hein, quand même, donc c'est très long. J'ai un petit faible, vous le voyez, pour le prix Agri-Team dans la 5e, c'est une course à handicap. Alors une course à handicap, ça veut dire qu'il y a un handicapeur qui va mettre dans les selles des chevaux du plomb. Voilà, qui va lester les meilleurs chevaux pour essayer d'équilibrer les courses. Donc c'est toujours des courses qui sont difficiles pour. On fait pareil en Formule 1 d'ailleurs. Ouais, voilà, pour les parieurs, c'est toujours difficile. Et puis je voulais vous parler donc de cette course, le Prix de l'Europe, une course destinée aux poulains de 2 ans avec peut-être parmi eux de futurs champions. Et là, vous le voyez peut-être, c'est une course à réclamer. C'est marqué ça veut dire réclamer. Voilà. Stéphane, puisque vous êtes là, même si vous êtes chargé des vidéos, bonsoir. C'est quoi une course à réclamer ? Vous pouvez nous expliquer parce que je veux en parler parce que c'est intéressant. Alors une course à réclamer, c'est une course où en fait tous les chevaux sont mis en vente par leur propriétaire. Et comment ça se passe ? Avant la course, n'importe qui peut remplir un formulaire sur On va en voir, hein. On en a. Allez-y. Oui, un formulaire que l'on remplit et on propose un prix d'achat. Et on met ça dans une boîte aux lettres après. La boîte aux lettres est scellée pendant la course. Et à l'issue de la course, on ouvre la boîte aux lettres, on va dépouiller. Et s'il y a une proposition sur un ou plusieurs chevaux, on prendra la proposition la plus offrante. Donc si moi je mets 5 000 sur un cheval et Eric met 6 000, c'est Eric qui c'est moi qui l'ai. Tout à fait. Exactement, voilà, c'est simple. On est obligé de
le céder à ce prix-là? Vous n'êtes pas obligé de l'acheter, Célia. Non, vous n'êtes pas obligé. Si vous ne voulez pas, vous pouvez juste regarder la course. Si le vendeur ne veut pas le non, il céder. y a un minimum. Il y a un prix minimum. D'accord. Il y a un prix minimum. Voilà. Mais donc, c'est une course à réclamer et ce sont des chevaux de 2 ans et donc peut-être parmi eux de futurs champions. C'est toujours des courses spectaculaires, forcément, parce que ces jeunes poulains, ce sont des poulains, ils ont envie de montrer qu'ils sont capables et ils ont envie de montrer, comme des jeunes champions, que ce seront des futurs stars. Un cheval, ça coûte entre 1 500 et 5 000 euros, juste pour votre information. Alors, un petit conseil, si on veut acheter un cheval, quand même, Lionel, on fait bien attention parce que ça sert à rien si on veut gagner de l'argent en faisant des courses. Il y a des professionnels pour faire ça. C'est juste pour le plaisir. Alors, je vais revenir avec Stéphane parce que l'objectif de cette année, c'est quand même de parler des métiers de l'hippodrome. Stéphane, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes chargé de tout ce qui est de toute la partie vidéo, finalement. Dimanche, le lundi, puisque ce sera lundi 11 novembre cette fois-ci. Lundi 11 novembre, vous serez où concrètement, vous, sur l'hippodrome de Heurt ? Alors je serai en coulisses. Dans cette régie-là qu'on voit, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc on sera un petit peu aux manettes. On s'occupe de passer les images sur les différents écrans. On a une 50aine d'écrans sur l'hippodrome. Il y a des images de... Ça, c'est Pedro, c'est votre collègue, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Pedro, que je salue. Voilà, donc on s'occupe du bon fonctionnement de tous ces équipements, que les télévisions puissent afficher les bonnes vidéos, les informations relatives au pari, les cotes. Pourquoi c'est si justement important ? Voilà, j'allais en venir. Pourquoi c'est si important ? Parce que des écrans, il y en a partout sur un hippodrome. Si vous venez lundi, vous allez voir, il y a des écrans partout. Pourquoi c'est si important ? Qu'est-ce que vous diffusez dans ces écrans ? Alors il y a plusieurs choses. Il y a effectivement la course en direct, où une fois que la course est terminée, on va faire un replay de la course. Mais il y a également un tableau un peu informatisé qui s'appelle les cotes. C'est ce qui intéresse les joueurs. Voilà. Donc ce sont les rapports gagnants. C'est un tableau qui évolue en permanence en fonction des paris. Voilà. Une cote, on explique par exemple 10 contre 1. 10 contre 1, ça veut dire pour 1 euro, vous gagnez 10 euros. Pas mal. Voilà, c'est à peu près ça. Donc il y a ça. Est-ce que vous montrez aussi vos images, par exemple, aux arbitres, aux commissaires de course ? Est-ce que ça peut arriver ? Oui, tout à fait. On est aussi là pour présenter les images de la course, les enregistrements de la course aux commissaires, pour leur faire revoir certains détails, des ralentis, des arrêts sur image, pour les aider à juger une arrivée. Qui pourrait disqualifier aussi un cheval ? Tout à fait, ils peuvent disqualifier. Voilà. D'où l'importance. Voilà. Donc c'est très Comment important. vous en êtes arrivé, vous, à travailler pour l'hippodrome de Strasbourg-Heurt ? Je suis un peu tombé dans la vidéo adolescent. Et il y a 5 ans, on est venu me voir, on m'a proposé de prendre une succession sur l'hippodrome de Heurt. Et le challenge était grand, il y avait beaucoup de choses à moderniser. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, on a un hippodrome qui est très moderne. On dirait la régie d'Alsace 20. Hein. Ouais, je salue d'ailleurs Romain Mollet, qui réalise actuellement cette émission. Qui réalise très bien, Exactement. comme Stéphane. Voilà. On va redonner peut-être quelques informations pour ce lundi, puisque c'est ce lundi. Donc la dernière course de l'année, mais bon, ce n'est qu'un au revoir, vous l'avez compris. La dernière course de l'année, c'est ce lundi. 11 novembre, la première course commence à 11h, donc c'est facile. Le prix d'entrée, c'est toujours 5 €. Et la première course de l'année 2020, ce sera le 8 mars prochain. Voilà, et vous y serez ce lundi, mon cher Eric ? Oui, je pense que j'y serai, oui. Voilà, parce que vous êtes un sacré... vous avez du nez, si on peut le dire. Oui, un peu de nez, oui. Voilà. Vous avez entendu la dernière fois, on a donné les bons numéros du Quintet Plus sur ce plateau. Voilà, Eric dans l'ordre. Quand même gagné le Quintet Plus exact. Dans l'ordre. Voilà. Ce qui là, du coup, n'est plus une cote de 1 à 10, mais quasiment de 1 à 1000. C'est d'ailleurs pour ça que je vais partir en vacances très prochainement avec Emmanuel. Voilà. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on parte maintenant. Voilà. Vous me tendez une perche formidable, puisque les origines espagnoles que vous avez vont trouver là leur ravissement. Voici un air de famille, un air de vacances. On part où ? Alors, ce soir, fini la grisaille, vous l'aurez compris, quand on chope le virus des vacances, des voyages, on ne peut plus s'en défaire. Bah ouais. Donc ce soir, moi, je vous emmène à Lanzarote. On va voyager au cœur de l'Atlantique, on va découvrir le soleil. Comment Regardez. on dirait avec un bon espagnol, Eric ? Lanzarote, non ? Lanzarote. Comment Vous l'avez diriez ? bien dit, d'ailleurs. Ouais, très bien. Je tenais Vous avez de la belle image ? souligner. On a de la belle image. Alors, je vous emmène avec moi. Regardez, on part sur cette petite île perdue au cœur de l'Atlantique. Bienvenue aux Canaries. Bien sûr,
tout d'abord, on y va pour recharger les batteries, car ici le soleil brille sans arrêt. C'est un bon prétexte pour faire le plein de vitamine D toute l'année. Alors Célia, est-ce que tu sais que Lanzarote a toujours été comparé à la Lune ou à Mars? Pourquoi je vous dis ça? Vous serez vraiment séduit par ces paysages volcaniques et lunaires. Elle a d'ailleurs été classée réserve naturelle de la biosphère par l'UNESCO. C'est l'île au volcan, en quelque sorte. C'est surtout que les éruptions volcaniques ont laissé un paysage unique sur l'île. Un autre atout à Lanzarote, c'est plus de 200 km de côte, une température de l'eau à peu près à 20 degrés toute l'année. Voilà, c'est des superbes plages, une eau cristalline, bienvenue pour la baignade. Et ça, bien sûr, toute l'année, en toute saison. On pose sa serviette à côté des rochers et on y voit des magnifiques couleurs. Voilà, ça a l'air d'être une bonne petite destination pour le sport. Destination idéale parce que clémence du climat, donc toute l'année on l'a vu à peu près 20 degrés avec une eau toujours constante et très agréable pour s'y baigner. C'est le pays effectivement pour le sport en plein air. Le windsurf, le kitesurf, le running. Ça veut dire qu'il y a un peu de vent. Il y a un petit peu de vent, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça permet à des sportifs de haut niveau, comme à des amateurs bien évidemment, de choisir l'île pour se rassembler et s'entraîner en saison hivernale. Quand il fait froid chez nous, ils prennent un vol, ils vont sur Lanzarote et ils vont s'entraîner. Destination qui propose d'ailleurs aujourd'hui une offre d'hébergement spécialisée très vaste et également un calendrier d'événements sportifs toute l'année. Les images sont de toute beauté avec effectivement ces volcans. Destination... faire rêver ce soir. Ouais, ça fait rêver vraiment. Destination familiale aussi. Destination famille, c'est une destination tout à fait adaptée pour les familles parce que elle offre plein de jolies visites. Alors là, je vous emmène avec moi dans le parc de Timanfaya. Vous allez voyager entre les coulées de lave. Alors c'est quoi le parc de Timanfaya, me direz-vous? C'est un volcan, c'est un site volcanique de 5000 hectares. C'est vraiment une des principales attractions de l'île. La bonne raison d'y aller, bien sûr, admirer ces paysages volcaniques qui sont protégés. Vous verrez des coulées de lave pétrifiées, des crevasses, des cratères. On s'y balade principalement, vous avez vu que c'était très grand, en autocar, mais pour les familles, à dos de dromadaire. Très très sympa. Sinon, location de voiture, vélo, etc. Alors attention parce que c'est quand même très comment dirais-je, difficilement praticable. Difficilement praticable. Si l'autocar passe quelque part, la voiture passe aussi, non? C'est bien encadré. Le vélo, c'est... Vous ne pourrez pas louer de voiture à l'entrée du parc. Ou voilà, c'est vraiment cadré en cadre excursion. Emma, on sait combien vous êtes une femme généreuse. Et dans cette chronique, vous avez toujours le petit plus. Oui, mon petit plus. Alors on se dit, voilà, il y a des belles images, tu nous fais encore rêver ce soir. Lanzarote, c'est un bijou. Et ben moi, j'ai encore envie de vous dire que c'est une boîte à surprise. Une de mes excursions préférées, c'est la Graciosa. C'est une très très belle petite île. Alors vous allez prendre un ferry, vous allez passer devant le long des falaises de Famara, c'est la grande muraille de 22 km, et vous arrivez sur cette petite île au nord de Lanzarote qui offre vraiment de très très jolis paysages. C'est très tranquille. Si vous aimez le calme, le silence, sortir des terres battues, il n'y a pas de goudronnées là-bas. Ah ouais, carrément. Donc c'est très très préservé. C'est plein de petites maisons toutes blanches. Toutes blanches avec un joli petit port, des jolies plages également. Cet endroit s'appelle, vous avez dit? La Graciosa. La Graciosa. Est-ce qu'on peut partir... Eric pourrait m'aider sur sa prononciation. Non, c'est très bien, c'est parfait. Je m'entraîne. Mais franchement, Lionel, je suis épaté. Mais vous pouvez, je suis bilingue espagnol maintenant. Bon plan, ça c'est le bon plan du jour pour partir depuis l'Alsace. Oui, bon plan au départ d'Alsace. Alors c'est une nouveauté, j'ai le plaisir de vous annoncer les vols, le positionnement des vols Strasbourg-Lanzarote, en vol direct au départ de Strasbourg avec Volotea. Comme ça vient de sortir, les premiers vols démarrent le 21 décembre à tout petit prix. Vous trouverez des tarifs à partir de 30 € le trajet par personne. Donc comptez à peu près 60 € aller-retour. Allez voir tout de suite les tarifs sur le site. Alors vous voyagerez avec un petit bagage cabine. Si vous voulez rajouter une valise, vous prendrez le tarif intermédiaire. C'est le principe des avions aujourd'hui où tout est payant. Voilà, mais c'est Volotea et c'est à partir du 21 décembre, 60 € aller-retour par personne, c'est quand même très bien. Ces informations, c'est sur cette adresse internet que vous pouvez retrouver tout cela, son contenu. Merci beaucoup Emma. À suivre, Célia, by Célia, c'est à voir et à faire. Elle va nous balader à peu près sur tous nos programmes intéressants, ils le sont tous. Ce week-end, long week-end, c'est après ça. Et retour sur le plateau de 24 heures en Alsace à la veille d'un long week-end. À voir, à faire, by Célia.
Est-ce que vous connaissez Hubert Charuel? Ça vous dit peut-être quelque chose, ou peut-être chez vous à la maison. C'est le réalisateur du film qui a été triplement césarisé, Petit Paysan. Ah Oui. oui. Il a notamment gagné le César du meilleur premier film, donc pour Hubert Charuel lui-même, mais également du meilleur acteur pour Swan Arlo, que vous aviez reçu en plateau Tout à fait. en janvier, pour un tout autre film, vous le voyez là à l'antenne. Eh bien, sachez que le réseau des télévisions du Grand Est a participé, en tant que financeur et diffuseur inédit, à la production du second film de Hubert Charuel que nous vous proposons ce week-end. Ça s'appelle « Les vaches n'auront plus de nom » et ça raconte les transformations du métier d'agriculteur. C'est un angle assez personnel que prend le réalisateur puisqu'il tourne dans la ferme de ses propres parents. Alors que son père prend sa retraite, sa mère doit réadapter sa façon de travailler et les conditions d'exploitation de son troupeau de vaches. C'est à voir samedi à 21h et bien sûr en replay, vous le savez, sur notre site internet pendant 7 jours. Je vous propose de regarder un extrait. Bref, tout ça pour dire que parti de rien, aujourd'hui mes parents, on peut dire qu'ils pèsent un peu dans le game, quoi. Entendu. Sauf que cette année, tout va s'arrêter. Mon père va partir à la retraite, et ma mère et ses vaches vont devoir déménager dans une autre ferme. Si c'est la fin de la ferme, c'est parce qu'il n'y a personne qui la reprend. Et personne, c'est moi. Je suis fils unique, et je ne reprends pas la ferme de mes parents. Vous allez très rapidement comprendre pourquoi. Ben, tu sais bien, il faut la tenir. Il n'y a pas les surprises. Voilà, je pense que c'est un vrai métier, il a bien fait d'être réalisateur. Après ce doc, à ne pas manquer, un concert. Oui, alors si vous êtes plutôt mélomane, cette fois je vous propose un concert d'un trio inédit, le trio Birelli-Lagrène, Kyle Eastwood et Jean-Luc Ponty. Ces 3 grosses pointures du jazz pour un concert exceptionnel en acoustique qui a été capté en 2017 à la Petite Pierre lors du festival Au Gré du Jazz. On ressent dès les premières notes le plaisir qu'ont ces 3 artistes à jouer ensemble entre respect et complicité. C'est à découvrir dimanche, c'est à 20h45. Je vous propose tout de suite d'écouter un extrait. Voilà, il est là, ce bon Birelli-Lagrène, c'est un pur génie qui est de notre région. Allez, on va parler, Célia, de l'événement de la semaine. Ah oui, alors là, vous l'attendez chaque année, c'est le programme événement chaque saison. La saison 9 de Chef à bord arrive et débarque sur notre antenne. C'est la 9e saison, je le disais, et ça débarque le 16 novembre, donc samedi prochain. Ce sera tous les samedis à partir du 16 novembre à 18h30 et 22h sur Alsace 20. C'est 8 chefs alsaciens qui s'affronteront dans des épreuves folles et dans des lieux alsaciens insolites. Le tout présenté, bien sûr, par notre Nicolas Riffel régional. Il sera accompagné de 3 jurés d'exception. Je vous invite à vous rendre sur le Facebook d'Alsace 20, bien sûr, et celui de Chef à bord pour découvrir les portraits qui sont d'ores et déjà placés et tournés sur nos réseaux sociaux. C'est les portraits de notre jury et de nos candidats. Un portrait vous est proposé chaque jour. Et petite nouveauté cette année, je vous inviterai également à découvrir les coulisses de Chef à bord. Exactement, que vous présentez. Que je présente, oui. Ça s'appelle donc Chef à bord, les coulisses, tout simplement. Et moi, je vous invite à découvrir tout ce qui se passe derrière la caméra, l'équipe de tournage, comment se passe un tournage, les délires de tournage aussi, parce qu'il y en a eu. C'est à retrouver samedi prochain à 18h30 et 22h sur Alsace 20. Et je vous en reparle dès la semaine prochaine avec un invité surprise. Pas de petit extrait ? Bah si, on regarde tout de suite à quoi ça ressemble. 3, 2, 1, cuisiner! Bienvenue ici au lycée Alexandre Dumas pour cette saison 9 de Chef à bord. Ça va être juste divin. C'est presque comme à la maison. Je sais absolument pas du tout comment la cuisiner. C'est chaud là. Je suis content là. J'ai fait ce que je voulais. Il nous reste 15 minutes! Je le sens pas. Il n'a pas le niveau pour continuer la compétition. Pour cette première épreuve de Chef à bord, direction les cuisines du lycée Alexandre Dumas à Illkirch. On y retrouve l'équipe de tournage, je vous présente. Hop. D'abord, on s'équipe les gars. L'hygiène avant tout. Viens, je te présente l'équipe, Rio. Monsieur Baloul, la petite Delphine.
Voilà, très sympa à ne pas manquer. Une petite sortie maintenant. Oui, alors là, écoutez. C'est la chanson préférée de Célia. C'est mon grand kiff. Et on peut aussi le dire, c'est celle de votre épouse. Exact. Eh oui. Et c'est tout. Oui, je vois ça. Pourquoi cette chanson ? Ah bah, si comme moi, vous regardiez le Hit Machine, Fan 2, que vous écoutiez La Rousseau en boucle, Benny B, ah bah ouais, et vous vous habillez comme l'âme, et ben alors vous êtes au bon endroit. Sachez que c'est le bonheur absolu demain, samedi. Toutes les stars des années 90 viennent à vous pour un concert exceptionnel. Born in 90, c'est le concert des stars de la décennie 90 avec l'âme, Ménélique, Princesse Erika, La Rousseau, etc. Ce sera au Zénith Strasbourg Europe demain 20h. Foncez, il reste des places. Voilà pour les bonnes sorties. Merci Célia, merci Eric. Emma, merci à vous. On va vous repérer lundi quand vous serez sur l'hippodrome de Hortes pour la toute dernière de l'année. Place à une semaine dans le Grand Est, c'est toute l'actualité des télévisions du Grand Est. Passez un très bon week-end, un long week-end où on se retrouve que mardi. Salut. Elle a tout d'une forêt ordinaire, ses couleurs automnales, ses odeurs, ses champignons et ses arbres. Mais la Bestattungswald Kaiserstuhl en Allemagne n'est pas une forêt comme les autres. Au pied de ces arbres, on devine des pierres avec un nom et 2 dates. Et autour des troncs, des rubans de couleurs. Là-bas, il y a un arbre avec un ruban bleu, c'est pour les familles. Et celui avec le ruban rouge est pour des individuels. Les arbres ici font office de dernière demeure, sous les pierres des urnes contenant les cendres de défunts. Après le week-end de la Toussaint, c'est encore plus visible. Quelques signes de mémoire viennent s'ajouter au décor forestier, mais ici, tout reste naturel. On ne peut pas déposer de vase ou planter des plantes. Mais les fleurs, déposées ici par exemple, c'est autorisé. Et la mousse, les morceaux de bois, tout ce qu'on trouve dans la forêt, on peut aussi les déposer à côté des pierres. Les forêts cinéraires sont plus d'une centaine outre-Rhin, les premières ont presque 10 ans. En Allemagne, les cendres ne peuvent être répandues n'importe où, alors dans cette forêt, déjà 600 personnes sont enterrées et 1500 places réservées. Et elles ne cessent de s'agrandir face à la demande. Bientôt un espace avec des vignes pourra également devenir un lieu de sépulture. Ici, environ 3 enterrements se tiennent par semaine et 12 urnes maximum peuvent être ensevelies au pied de chaque arbre. Un concept qui séduit les Allemands, mais pas seulement. Depuis 2 ans, une association travaille à créer une forêt cinéraire en Alsace. Ça ne remplace pas un cimetière traditionnel. L'intérêt de développer ce genre de concept, c'est quelque part de répondre à ce rêve quasi universel qui est de s'endormir au pied d'un arbre. Et c'est en cela qu'on peut apporter une réponse. Aujourd'hui, on peut disperser ses cendres dans la nature, mais par contre, on perd ce devoir de mémoire. Au travers d'un lieu comme ça qui est figé, qui est sanctuarisé, on permet ce devoir de mémoire sur plusieurs générations. Alors qu'une forêt cinéraire a vu le jour en Haute-Garonne, avec 3/4 de ses concessions déjà vendues, le ministère de l'Intérieur vient de s'opposer au projet. Suite à cela, le travail n'en est que plus conséquent pour l'association de Geispolsheim. La difficulté, elle est actuellement au niveau législatif, parce qu'en fait, le concept de forêt cinéraire, c'est un concept qui est indépendant du cimetière. Or, toute la législation des cimetières en France est basée sur le cimetière et les espaces de dispersion ou de columbarium qui sont associés à un cimetière. Donc c'est un seul et même endroit. L'intérêt aujourd'hui, c'est de travailler sur cette législation, de trouver dans quelle mesure on peut introduire ce concept légalement en France. Selon l'association, certaines collectivités locales ont déjà montré leur intérêt, même s'il faudra attendre les élections municipales avant d'être fixées.
Construit en 1972, le collège La Carrière de Saint-Avold montre depuis plusieurs années des signes de fatigue. Façade défraîchie, isolation thermique et phonique quasi nulle. L'établissement est l'un des 17 collèges métalliques encore en fonction sur les 90 présents en Moselle. En déplacement à Saint-Avold ce matin, Patrick Weiten, président du département, a dévoilé devant une partie des professeurs et du personnel le projet de reconstruction du collège naborien. La Carrière fait partie de ces 17 collèges et l'un des collèges qui, dans son architecture, est la plus dégradée. Donc le choix a été fait de placer La Carrière dans les 4 premiers collèges sur lesquels on va lancer des investissements. C'est Fontoy, c'est Pierrat, à Forbach, c'est certainement Moyeuvre-Grande, et puis c'est la Carrière, sur lequel maintenant l'opération est lancée, les crédits sont mobilisés, l'enveloppe est définie, c'est 12 millions d'euros. Le nouveau collège sera implanté juste à côté, sur l'emprise foncière du lycée professionnel Metzinger, fermé en juin dernier. Dominique Calus est la principale du collège. En poste depuis 4 ans, elle a également fréquenté l'établissement en tant qu'élève dès son ouverture en 1972. J'ai fait partie de la première promotion. À mes yeux, de petite fille de 11 ans, entrer dans ce bâtiment tout neuf, c'était le grand luxe. Donc c'est une réelle émotion pour moi que de pouvoir vivre la fermeture et surtout l'inauguration du nouveau collège. Pour l'inauguration, il faudra attendre fin 2022, tout au mieux la rentrée de septembre 2022. Patrick Weiten a également rappelé qu'aucun collège ne fermera en Moselle durant son mandat, malgré une baisse de 10 000 collégiens en 20 ans. 10 000 élèves à raison de 400 collégiens par collège, cela ferait, si vous calculez bien, 25 collèges qui devraient fermer. Nous avons fait le pari, le choix, nous avons la volonté affirmée de continuer à avoir les collèges installés sur chaque territoire de Moselle. Donc il n'y aura pas de fermeture de collèges en Moselle, quelle que soit la dimension. Alors c'est un choix critiquable peut-être, mais pour nous c'est un choix social. Un choix dans la politique d'aménagement du territoire. Chaque année, le département alloue 37 millions d'euros pour la gestion de ses 90 collèges publics mosellans. Il est un peu moins de 10 heures ce mercredi matin et c'est pour Damien Patenay le moment de quitter le bureau dont il dispose au service de soins infirmiers à domicile des Vosges, rue du Clermatin à Épinal, pour se rendre à Thaon-les-Vosges. Mais Damien Patenay n'est pas infirmier, il est référent santé auprès de l'UTML, la branche lorraine de la Mutualité française. Acteur reconnu dans les secteurs de l'optique, de la basse vision, de l'audition et même de la santé bucco-dentaire, l'UTML propose depuis l'an dernier un service pour le moins unique et à domicile. L'idée, c'est de pouvoir apporter nos services pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer dans nos magasins ou qui ont des difficultés à se déplacer dans nos magasins, et de proposer exactement la même chose. Comme vous le savez, on fait les mêmes mesures et on fait également une proposition jusqu'à 200 montures à domicile pour les personnes, dans ce qui leur laisse un large choix de montures. On pratique le tir payant comme si on était en magasin, on va faire des réglages comme si on était en magasin, le même type de mesure et sans aucun supplément tarifaire. L'idée, c'est vraiment que le magasin puisse se déplacer à domicile. Et les journées de Damien Patenay sont plutôt bien chargées. Seul référent santé vosgien de l'UTML, son rayon d'action couvre le département et une partie de la Meurthe-et-Moselle. Et il cumule également plusieurs métiers. Je suis opticien de formation, spécialisé en basse vision et également en lentilles de contact et optométrie, c'est-à-dire dans les examens de vue que nous pouvons faire, enfin les contrôles visuels plutôt, que nous pouvons faire dans les magasins d'optique actuellement avec la nouvelle loi sur la réfraction. En fait, ce qu'on fait normalement manuellement dans les magasins, maintenant on commence à avoir des appareils plus performants et en fait maintenant on peut le faire directement avec des tablettes. Donc, ce qui nous permet d'avoir une mesure très précise, aussi bien au niveau de la hauteur entre l'œil et le bas du verre, mais également au niveau de l'écart, ce qu'on appelle l'écart pupillaire. J'ai également l'avantage d'avoir un diplôme d'assistant technique en audioprothèse. Et ce diplôme-là, en fait, me permet de faire des réparations simples sur les appareils auditifs, également de faire juste un petit dépistage très simple, auditif, déjà pour pouvoir discuter avec les personnes et pouvoir les orienter, si nécessaire, vers le praticien de leur choix. Dans tous les cas de figure, le client conserve évidemment le libre choix du praticien. Gérard Kopfer a 74 ans et pour lui, ce service multisanté qu'on appelle Access, c'est tout bénef. Très bien, merci. Déjà, je suis quitte de me déranger parce que bon, comme j'ai des problèmes de vue, je ne peux plus conduire, je fais pratiquement plus rien. Alors une personne qui vient à la maison, ça rend bien service. Ce sont de gros problèmes de vue ? Oui, c'est une DMLA, j'ai une sèche et une humide.
Donc j'ai plus que 80%, j'ai perdu 80% de la vue. Quand les personnes viennent nous voir en magasin, on a des éclairages qui ne sont pas adaptés, qui ne sont pas les mêmes qu'à domicile. L'utilisation n'est pas la même non plus. L'ergonomie est différente. On ne sait pas comment la personne va utiliser, si c'est plus sur une table, dans son canapé. Et c'est à nous, en fait, d'adapter le matériel à domicile et non pas que la personne vienne dans le magasin pour choisir son matériel. L'adaptation est plus précise. Un service multisanté à domicile ou en EHPAD et qui ne demande qu'à s'étendre à toute la Lorraine. Une photo sous forme de retrouvailles rassemble 52 descendants de Georges-Jacques Danton à Arcis-sur-Aube samedi. Une cousinade géante dans le cadre d'une exposition autour des 260 ans de la naissance de l'homme politique, déclaré né dans la commune le 26 octobre 1759. On avait aujourd'hui décidé d'inviter tous les cousins de la famille Danton. Et c'est pour ça qu'on était vraiment contents d'avoir plus de 50 personnes qui se sont présentées en venant de très loin certains. De l'Aube, de la Marne ou encore de l'Aisne, les descendants de Danton sont venus de loin honorer sa mémoire et faire connaissance avec quelques membres éloignés de la famille. On porte quand même le nom avec un certain respect pour celui qui en a été illustre. Ça fait un peu bizarre parce qu'on se dit que dans toute notre famille, il y a autant de monde en fait. C'est bien. Enfin, on découvre notre famille. Mon voisin connaissait ma fille parce qu'elle était prof à Romilly et qu'elle a enseigné à ses enfants. Donc on est heureux de se retrouver tous les deux. C'est le moment de renouer des liens. Aller voir entre eux, qui ne se connaissaient pas certains, alors qu'ils sont cousins, c'était important pour eux aussi. La preuve, ils sont toujours présents là et ils discutent entre eux, donc il y a des liens entre eux, c'est sympa. C'est l'association Arcis Val d'Aube qui est à l'origine de ce rendez-vous. Et pour trouver les descendants de la figure de la Révolution française, connue pour son discours sur l'audace, elle a fait appel à une autre association qui se charge de retracer son arbre généalogique depuis 5 siècles. Je suis partie de la famille de mon mari qui s'appelle Clivaux. Et dès 1710, il y a eu des mariages avec les Danton de Charny. Alors j'en ai trouvé aussi sur les sites internet, dans les archives municipales, aux archives départementales. Un travail titanesque débuté en 2010 avec plus de 1200 noms. La difficulté de faire un arbre à cette époque-là, surtout quand on remonte en 1500, on n'a pas beaucoup d'informations et il y a beaucoup d'homonymes. Des pierres Danton, on en a beaucoup. Tout ce que j'ai trouvé, moi, c'est aussi pour le partager et de dire, voilà, votre famille, elle est là, on est cousins. C'est un échange, c'est une belle aventure humaine. Je trouve que c'est ça qui est formidable. Tout ce travail de recherche est donc exposé jusqu'à dimanche. Représentations théâtrales, chorales et autres animations sont prévues ce week-end pour tout connaître sur la vie du politicien mort guillotiné le 5 avril 1794 à Paris. Dans le petit village de Chandrel, les séjours insolites dans les cabanes, dans les arbres rencontrent depuis plusieurs années un large succès. La société de tourisme Nid des Vosges vient de lancer une nouvelle thématique, un stage de sylvothérapie. Alors, avez-vous déjà testé le bain de forêt? Cette thérapie naturelle est dans l'air du temps. La sylvothérapie vient du Japon, c'est très très développé au Japon. Ça se développe beaucoup en Allemagne ces dernières années. Et comme on a pas mal de clients allemands qui nous en ont parlé, et puis ça commence à arriver en France, donc on veut être un petit peu précurseur dans ce lancement de la sylvothérapie sur le Grand Est et sur la France. Et c'est pour ça qu'on a fait ce concept. Guidés par une accompagnatrice en montagne, les stagiaires vont apprendre à se connecter à la nature, décrypter la forêt, faire connaissance avec les arbres, les regarder, les toucher, les sentir. Tous les sens sont en éveil. Vous prenez donc chacun un arbre et on va l'explorer. Là, je sens que c'est bien doux. C'est moelleux même. Là, c'est plus rugueux. Les bienfaits de la forêt pour faire baisser le stress sont avérés. Un écosystème qui, comme le bord de mer, dégage des ions négatifs qui apaisent et dynamisent. Plus étonnant également, les arbres produisent et rejettent dans l'air des phytoncides, des molécules qui aident le végétal à se défendre contre les agressions. C'est ça qui va leur permettre de résister aux parasites, aux agressions de champignons, des choses comme ça. Et nous, quand on se balade en forêt, en fait, on les respire. Et c'est eux qui sont responsables justement de notre baisse de stress, de notre tension artérielle
qui diminue de notre fréquence cardiaque aussi et qui augmente même notre immunité. Donc voilà, c'est que des bonnes choses. Les arbres dégagent une énergie que l'on peut également percevoir avec un câlin. Vous trouvez une position où vous êtes en contact avec l'arbre, donc de dos, de face comme vous voulez, et après vous fermez les yeux. Vous avez ressenti quelque chose? Alors je dirais que j'ai pas ressenti grand chose. Par contre, je me suis sentie assez détachée. Ça c'est vrai. Un peu en apesanteur. On sait plus trop où on en est, mais c'est peut-être aussi parce qu'on ferme les yeux. Mais c'est vrai que ça fait du bien, je dirais. Et puis quelque part, on se ressource, on se recentre un petit peu sur soi. On peut être dubitatif, mais le câlin aux arbres et plus généralement la sylvothérapie fait son chemin, reconnue comme une médecine préventive au Japon. Elle le sera peut-être un jour en France, au même titre que la thalassothérapie. Nid des Vosges, à Chandray en tout cas, joue les précurseurs avec le soutien du département au travers de son label Forêt l'Effet Vosges.